Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue sur CETV, la chaîne télé du club Entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel particulier à La Marsa. Je vous rappelle que cette émission est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube, le club Entrepreneur Télé, ainsi que sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine et sur notre site web, leclubentrepreneur.tn. Alors, qui est notre invitée aujourd'hui? Je sors ma fiche parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Elle est docteur en droit, professeure agrégée de droit privé de sciences criminelles, directrice du département de droit privé des sciences criminelles, fondatrice du premier DEA de l'environnement en Afrique du Nord et pays arabes, directrice générale et fondatrice du CREDIF, présidente de la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée, vice-président du CICDE entre 87 et 2024, Centre de droit comparé de l'environnement, et président d'honneur depuis 2024, arbitre pro bono des litiges environnementaux internationaux, vice-présidente du RESUF, le réseau des femmes dirigeantes des universités et centres de recherche de l'AUF. Notre invitée aujourd'hui, c'est Soukaina Bouraoui, directrice exécutive du Kautar. Soukaina Bouraoui, merci d'avoir accepté cette interview. Cette interview va s'articuler autour de deux axes. On va parler de vous dans la deuxième partie, mais on va démarrer avec le Kautar. Kautar, c'est un petit peu, c'est une organisation... un peu particulière. Je ne vais pas dire particulière, je ne vais pas dire aussi c'est une organisation qui travaille dans l'ombre, mais c'est une organisation qui fait un travail très important avec beaucoup de ramifications, principalement dans le monde arabe. Je crois que c'est son statut juridique qui l'oblige, je dirais même, à être dans la ramification et dans le réseautage, puisque, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que Kautar, ça veut dire le Centre de recherche et de formation pour les femmes arabes, qui a été établi en Tunisie en 93. Et la Tunisie a été choisie parce que elle avait un modèle qui est le statut de la femme, le statut juridique de la femme, qui à l'époque, en 93, était vraiment unique dans le monde arabe. Moi, je continue à dire qu'il est un peu unique, bien que tous les pays arabes ont fait des progrès depuis, mais je pense que ce qui justifie que la Tunisie ait été choisie et qu'elle ait voulu accueillir le centre pour en faire son siège, la Tunisie est le siège de ce centre, c'est le fait qu'elle a un modèle à proposer, un modèle critique, bien sûr. On ne va pas imposer aux autres pays le modèle tunisien, mais nous travaillons sur les 22 pays arabes. Nous travaillons depuis quelques années aussi en Afrique subsaharienne, mais nous travaillons aussi dans l'Euro-Méditerranée, parce que, et j'aimerais bien travailler en Amérique latine, mais on n'a pas officiellement commencé à travailler. C'est trop loin, c'est trop compliqué, les langues sont différentes. Mais je crois que c'est très, très important, et je commencerai par ça. Les femmes sont les mêmes partout dans le monde. Elles ont les mêmes problèmes, elles n'ont pas les mêmes opportunités. Mais vous savez, les problèmes des unes et des autres, en dehors de la culture différente et des religions différentes, les femmes sont soumises aux mêmes obstacles. Elles font face aux mêmes obstacles. Malheureusement, les opportunités ne sont pas les mêmes selon les pays. Et c'est ça qu'il faut montrer. Et c'est ça le rôle d'un centre de recherche. Parce que nous, on travaille sur des évidences scientifiques, nous faisons des enquêtes, nous collectons des données, parce que nous ne pouvons pas produire des données quantitatives, mais nous collectons des données quantitatives et nous faisons des analyses et nous démontrons par A plus B les évidences scientifiques que les femmes pourraient faire beaucoup mieux. Et c'est pas seulement un problème d'égalité en droit et devant le droit, c'est aussi une question de développement et de développement durable, que les femmes... C'est pas normal que dans les pays MENA, elles contribuent seulement à 20% dans le marché du travail. Et ce n'est pas normal que dans la région MENA, les femmes interviennent pour 17%, je crois, du PIB.
Elles pourraient faire tellement plus, vu leurs compétences, vu leur potentiel, qui est le même que celui des hommes. Donc voilà, on travaille là-dessus, sur les 22 pays arabes et sur l'Afrique subsaharienne pour le moment. Pareil partout dans le monde, d'ailleurs, c'est dingue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsqu'on évoque la fameuse journée internationale du droit de la femme, le 8 mars, en Europe, aux États-Unis, il y a toujours cette différence qui existe toujours, alors que là, on est en plein XXIe siècle. Regardez Ce n'est les pas un problèmes problème de violence pays qu'il y a. de développement et de pays moins développés, finalement. Regardez les questions de harcèlement sexuel et de violence qui sont aujourd'hui à la une des journaux français tous les jours, et qu'on découvre qu'il y a des choses horribles qui se font. Bon, on va commencer par des choses qui font mal, mais parlons plutôt des choses qui font bien. Je crois que ce qui est important, c'est que partout dans le monde, il y a des femmes absolument extraordinaires et que ça l'a été de tout temps. N'oublions pas quand même que nous sommes tout près de Carthage et que Carthage a été fondée par une femme. N'oublions pas quand même que nous sommes dans un pays où les femmes ont régné du temps des Berbères. N'oublions pas que nous sommes quand même dans un pays où les femmes continuent à être des romancières, des artistes, des femmes politiques. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas la masse critique dans les postes de décision. Vous savez, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une masse critique de 33%. On ne l'a pas. Et dans très peu de pays au monde, on l'a. Pas évident pour les femmes partout dans le monde d'arriver à inverser une tendance séculaire de patriarcat. C'est pas une tendance, c'est quelque chose qui est fixe. C'est comme les antennes paraboliques, elles sont là et puis elles diffusent partout. Malheureusement, il faut changer de système. Il faut changer de paradigme. Et le nouveau paradigme, enfin les paradigmes d'aujourd'hui, c'est vraiment que les hommes et les femmes sont absolument nécessaires pour sauver la planète. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène. Et l'ère de l'Anthropocène, c'est un ère de finitude de nos ressources naturelles. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut penser que la planète Terre peut rayer de sa présence l'humanité. La planète continuera, la planète Terre continuera, mais l'humanité peut peut disparaître. Et devant ces choses-là, qui sont des choses absolument importantes et vitales, qu'est-ce qu'on vient raconter que les femmes sont inférieures ou différentes ou doivent avoir un statut? Mais nous devons tous travailler ensemble pour, au contraire, restaurer, préserver, faire plus de résilience et sauver la planète. Nous ne sommes pas dans la prévention, vous savez. On est dans sauver la planète aujourd'hui. Alors justement, vous disiez un truc très intéressant tout à l'heure par rapport aux femmes, c'est que elles sont sous-représentées au niveau décisionnel. Mais peut-être aussi que beaucoup de femmes ne tapent pas suffisamment fort sur la table. Mais c'est pas un problème uniquement tunisien, c'est un problème mondial. C'est-à-dire, on voit ça même en France, dans les élections en France, récemment aux États-Unis. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure, les 33% n'existent pas, sauf dans les pays scandinaves de toute façon. Et donc, tous ensemble, on doit faire des efforts et on ne doit pas faire les efforts les uns contre les autres. Je crois que ça, c'est très important. Je crois que c'est la première leçon que nous donnons au Kautar. Alors, que fait le Kautar? Eh bien, nous faisons deux choses. Nous faisons des choses un peu macro et des choses micro. Des choses macro, c'est-à-dire on fait des rapports de développement humain, on fait des analyses sur l'état des lieux de la situation des femmes dans certains pays, on les compare. On travaille toujours avec des institutions prestigieuses qui ont un nom, comme l'OCDE, comme l'UN, comme le PNUD, comme etc., parce que c'est important pour nous aussi de montrer que nous travaillons avec eux comme partenaires. Et leur crédibilité rejoint notre crédibilité. C'est quelque chose de très stratégique, mais nous travaillons beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup en partenariat dans les analyses, les rapports que nous faisons. Et d'un autre côté, on travaille vraiment au niveau local, dans les projets de développement, c'est-à-dire renforcer des GDA, par exemple, des groupes de femmes agricoles. Vous savez, quand vous travaillez sur, je vais vous dire un chiffre de l'année dernière, 20 GDA en Tunisie, par exemple. Mais on travaille en Jordanie, au Maroc, au Liban, dans d'autres pays aussi. On travaille aussi au Yémen, par exemple, en Arabie Saoudite. On travaille dans beaucoup de pays. Mais prenons l'exemple de la Tunisie. L'année dernière, nous avons travaillé avec une vingtaine de groupements de développement agricole féminin.
Il y en a à peu près 120 aujourd'hui. Il y a 30 ans, il y en avait 2. Donc c'est important, vous voyez. Donc ces GDA, ces groupements de développement agricole qui travaillent sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, bon, disons qu'il y a une vingtaine de femmes par GDA. C'est des moyennes très approximatives. Et que derrière ces 20 femmes, il y a 20 familles. Une famille moyenne, c'est 5 personnes au moins. Eh bien, 20 fois 5, multiplié par 20, ben, ça fait pas mal. Si on arrive à aider ces femmes-là, mais pas à les aider en leur faisant de la formation pour seulement du langage, comme on fait à l'école, mais il faut passer à la pratique, c'est-à-dire on leur apprend à améliorer l'équipement, on leur apprend à faire attention à l'environnement, on leur apprend à améliorer leur packaging, on leur apprend à mieux vendre, à mieux produire. Nous, à notre niveau, si on arrive à toucher ces femmes-là et que 20 autres associations touchent 20 autres GDA, vous imaginez en une année ce qu'on a fait comme progrès pour ces femmes-là, au niveau individuel, au niveau famille. Mais est-ce qu'on va transformer la Tunisie? Non, parce qu'on a besoin vraiment de monter en échelle. Et pour monter en échelle, on ne peut pas le faire au niveau d'un pays tout seul, même si on est la meilleure ONG du monde. Je ne dis pas qu'on est la meilleure ONG du monde. Le Kautar est une institution, moi je vais dire plutôt une institution indépendante qui a eu un statut juridique très favorable en Tunisie et qui est unique dans le monde arabe. Et nous bénéficions de cette unicité par la composition de notre conseil d'administration qui comprend aussi bien le gouvernement tunisien, puisqu'il est notre gouvernement, notre pays de siège, mais il y a aussi des instances onusiennes avec nous, mais qui nous garantissent cette indépendance dans l'écrit, dans ce que nous faisons, dans la production scientifique. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et donc, on travaille à ces 2 niveaux-là, mais on ne peut pas transformer tout seul. Et donc, nous travaillons beaucoup en réseau. Le Kautar a un réseau de 600 membres qui sont permanents, mais qui sont des membres volontaires. Et donc, quand on travaille dans un pays, moi, j'ai pas de filiale, j'ai pas de bureau, parce que vous savez, avoir un bureau, ça veut dire avoir un secrétariat, avoir un téléphone, avoir des dépenses administratives. Ça mange beaucoup d'argent, ça. Mais nous, on a des correspondants, des amis, des personnes qui sont soit les bénéficiaires de nos formations, soit nos formateurs. Et d'ailleurs, ceux qui sont bénéficiaires de nos formations deviennent formateurs, parce qu'on est là depuis quand même 30 ans. Pas moi, 30 ans, mais le Kautar existe depuis 93. Il y a eu d'autres directrices avant moi, et elles ont fait du très bon travail aussi. Donc, le capital est capitalisé avec ce que les autres ont fait, ce que nous faisons. Je crois que c'est ça la réussite. Avoir 600 membres qui travaillent avec vous, par exemple, on a 70 journalistes qui interviennent dans la newsletter de Kautar. Ce sont 70 journalistes qu'on ne paye pas. Elles sont dans notre réseau. On a un réseau qui s'appelle ANGED, Arab Network for Gender and Development, et nous travaillons à travers ces correspondants pour produire nos modules de formation, pour implémenter, et on fait beaucoup maintenant, on est passé vraiment au digital. On a beaucoup de formations que nous faisons en e-learning. Là, dernièrement, nous avions fait quelque chose qui est intéressant, c'est un e-learning sur l'éducation financière. Alors, si vous me dites, c'est quoi le Kautar? C'est un centre de recherche, mais c'est aussi un centre de recherche empirique. Donc, on a des recherches sur le terrain, des recherches qualitatives, anthropologiques, qui vous montrent la finesse d'une analyse. Parce que le macro, il ne peut pas vous donner la finesse, il peut vous donner des chiffres, c'est important. Mais on a un très bon Institut national des statistiques qui va vous donner des données quantitatives. Mais après, pour voir dans les interstices, et voir les vrais problèmes, les vrais obstacles, il faut aller dans le qualitatif, il faut aller dans l'anthropologique. On le fait. Et on le fait avec des chercheurs qui ont les diplômes qu'il faut, bien sûr. Mais on travaille aussi sur le terrain avec des personnes qui ont la bonne volonté, l'expérience. Et ce que je découvre sur le terrain, c'est que dans tous les pays arabes et africains, il y a des gens absolument extraordinaires, dont on n'utilise pas suffisamment l'expertise, et qui sont discrets, qui ne sont pas visibles, mais qui font un petit travail de fourmi, qui font que nos pays tiennent. Ils tiennent parce qu'on a une culture résiliente. Il y a énormément de solidarité, en fait, au niveau populaire, au niveau des gens. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup plus qu'on ne peut imaginer. Et ce qu'on voit dans la télé, dans les télés surtout, dans les grandes chaînes internationales, ne correspond pas toujours à
à l'intelligence, à l'expertise de ces petites fourmis qui travaillent partout et qui maintiennent le terreau. Vous savez, c'est comme on a besoin des petites choses pour que ça tienne. Eh bien, nous, on tient avec ça, avec ces gens-là. Et il faut peut-être beaucoup plus les encourager dans les programmes d'avenir et travailler de manière plus étroite, d'une part avec les structures non gouvernementales, mais beaucoup travailler aussi avec les autorités locales et avec les gouvernements. Bon, il faut beaucoup travailler. C'est difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup de non-connaissance des uns des autres. Mais je crois que l'avenir, c'est vraiment de travailler en réseautage. Le terme gender, le terme de genre, est un terme qui est très utilisé actuellement pour parler d'égalité des chances, pour parler de beaucoup de choses, pour parler de la femme. Et d'ailleurs, maintenant, ouvrez n'importe quel TDR, vous allez trouver un axe où c'est écrit le mot genre. Est-ce que justement, l'utilisation du genre actuellement n'est... Du mot, vous voulez dire? Du mot, oui. L'utilisation du mot n'est pas une utilisation qui est devenue presque obligée et commerciale pour pouvoir lancer n'importe quel projet. Est-ce que ça veut dire que le terme n'a pas été galvaudé tellement il a été utilisé? Dans la mesure où ce n'est pas un terme, c'est un concept. Ouais. Et un concept, ce n'est pas une définition juridique. Dans aucun code dans le monde, vous ne trouvez, au niveau du statut personnel, quelque chose qui s'appelle le genre. Bah oui, puisque la loi est égale pour tous. Hein. Non, pas pour ça, parce que ça n'est pas un concept juridique. Et donc, c'est un concept social. Et c'est un concept qui a une histoire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas l'utiliser à tout bout de champ. Parce qu'il ne faut pas non plus que le concept genre masque l'égalité. Parce que l'égalité est un concept juridique. C'est tout simplement que 1 est égal à 1, qu'un homme est égal à une femme en termes de citoyenneté. Mais ce n'est pas en termes de sexe. Je veux dire, quand on dit 1 égale 1, ça ne veut pas dire qu'un homme est comme une femme. Ça veut dire qu'un homme en droit, et devant le droit, et dans le droit, un homme est égal à une femme. En droit, dans la citoyenneté. Absolument, mais oui. pas dans le physique. Donc, le fait qu'on utilise trop souvent le genre, des fois, c'est pour occulter le principe d'égalité. Moi, je crois que ce sont deux termes qui ont des sens différents et c'est difficile de les comprendre si on ne fait pas un peu de recherche. Donc, parlons d'égalité entre les hommes et les femmes et expliquons ce qu'est le genre parce qu'il a une histoire. Et donc, il ne faut pas que le mot genre soit trop galvaudé pour cacher le principe d'égalité. Dans les constitutions, vous ne trouverez jamais, dans aucune constitution du monde, vous ne trouverez le mot genre, mais vous trouvez le mot égalité. Lorsque vous travaillez, lorsque vous faites vos études actuellement, en 2025, est-ce que vous retombez à chaque fois sur les mêmes problèmes qu'il y avait en 1983? Oui, il y a des problèmes qui perdurent. Le fait qu'on est à 30%, à 20% d'employabilité, d'emploi pour les femmes dans tous les pays arabes, la moyenne, je veux dire, ben, ça veut dire qu'il y a des problèmes récurrents. Et le problème récurrent, vous savez ce que c'est? C'est les stéréotypes. C'est les normes sociales qu'on prend pour des normes religieuses. C'est la confusion entre normes sociales et normes religieuses. Ce sont les stéréotypes qui font qu'on est bloqué à 20%. Et si on est bloqué à 20%, il n'y aura pas de transformation. Donc il faut absolument que les verrous sautent. Par exemple, aujourd'hui, si vous me dites les priorités, les priorités, c'est d'abord l'emploi, l'économie verte, par exemple. L'économie verte, comment voulez-vous qu'on mette de côté 50% de la population qui voudrait devenir entrepreneur vert? On peut pas. On peut pas arriver à une économie verte si on met de côté les femmes. Et les femmes, elles sont proches, plus ouvertes, par nature, je dirais, culturelle. Pas par nature physique, mais par nature culturelle, vu leur éducation, elles sont plus ouvertes justement aux questions des ressources naturelles, parce que c'est elles qui s'en chargent. Et donc, il faudrait profiter de cette éducation qu'elles ont eue depuis des siècles pour bénéficier de leur savoir-faire traditionnel, ancestral, pour greffer dessus une culture nouvelle, faite de technologies même frugales, pour qu'elles soient des actrices de l'économie verte et pas des victimes. Dire que depuis le début du Kautar jusqu'à maintenant, les problèmes perdurent. Certains problèmes perdurent. C'est pas un aveu d'échec? Non, parce qu'on continue, parce qu'il y a vous m'avez pas dit est-ce qu'il y a des réussites? Il y a des réussites. Il y a certains problèmes qui perdurent. Les 20%, moi je peux pas raconter, dire qu'il y a 50% d'emplois. Mais si vous voyez par catégorie et par secteur, par exemple,
il y a 20 ans, j'ai voulu faire une étude sur les femmes entrepreneurs en Tunisie. La personne responsable de la Chambre des femmes chefs d'entreprise se posait la question « Pourquoi le Crédif s'occupe de nous, de faire une étude sur nous ?» Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui font des études sur les femmes entrepreneurs. À l'époque, les femmes réellement entrepreneurs qui sont propriétaires de leur entreprise et qui ont une échelle importante avec des fonds venant de l'étranger se comptaient sur les doigts d'une seule main. Les femmes propriétaires, pas les femmes d'eux et les filles d'eux. Ça se comptait sur les doigts d'une seule main. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont par elles-mêmes employeurs et qui sont propriétaires et qui ont des success stories. Si vous prenez toutes les réussites, les filmmakers, les écrivaines, les artistes, les chanteuses, les danseuses, les femmes politiques, ça n'a rien à voir avec seulement il y a 20 ans. Et donc, on avance, bien sûr. Mais on bloque. Et pour débloquer, il faut faire ce qu'on fait ailleurs. Et la seule manière de débloquer, c'est le droit. Et c'est le changement d'éducation. Et je ne dirais pas l'école, parce que l'école n'est pas le premier lieu d'éducation aujourd'hui, malheureusement. L'école, c'est la télévision. Même pas la télévision, parce que les réseaux sociaux ont même gagné sur la télévision auprès des jeunes. Donc c'est vraiment être des influenceurs. Il faut que les femmes soient des influenceuses. Peut-être les femmes beaucoup plus jeunes que moi pourraient être des influenceuses pour faire le mandat de Kautar, par exemple. Il n'est jamais trop tard pour le devenir. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération extraordinaire qui sont beaucoup plus familières. Mais moi, j'en suis pas d'être influenceuse. Peut-être qu'elles ont besoin aussi de voir des visages plus jeunes, plus qui parlent leur langage, qui utilisent leurs mêmes chansons. Et c'est comme ça qu'il faut parler et encourager les jeunes, mais à parler d'égalité, à montrer des bons modèles, à travailler avec des hommes. C'est très, très important de travailler de manière mixte. Vous savez, la Tunisie de l'indépendance, les écoles étaient mixtes obligatoires. On me demande souvent quelle est la différence entre la Tunisie et les autres pays. Je leur dis il y a deux choses. La mixité dans les écoles, très importante. Vous savez qu'on est un des rares pays à avoir eu la mixité obligatoire. L'école gratuite, nous sommes tous des enfants de l'école publique gratuite. Aujourd'hui, il y a une concurrence, vous le savez. C'est le prix de la démocratie aussi, de la démocratisation. Il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école et donc l'État ne peut pas supporter cette charge et donc le privé doit jouer son rôle aussi. Mais quelle éducation civique dans les écoles? Et surtout, quel est l'impact de cette éducation civique dans les écoles? Et puis la deuxième chose qui a fait énormément avancer la Tunisie, je vais dire des choses qui aujourd'hui, dont on ne parle plus, c'est le planning familial. Quand on a des familles de 4 personnes, 2, 3 enfants, ce n'est pas comme on a des familles de 7 et de 8. C'est évident que le planning familial a joué un rôle jusqu'à un certain moment, parce que la pyramide des âges est en train de s'inverser. Il faut maintenant faire un peu attention. Ça doit se réguler. Mais jusqu'à pendant très longtemps, ça a été quand même un instrument, autant que le statut personnel, autant que le code, qui a fait une différence pour la Tunisie. Et puis nos hommes qui ont été à l'école mixte. C'est quand même très important. Moi, je dis souvent, c'est pas les femmes qui sont différentes, c'est les hommes qui sont différents, parce que les hommes tunisiens ont été à l'école mixte dès l'enfance. Donc, ils sont habitués à vivre avec des femmes à côté, comme collègues, comme amis, pas seulement comme sœurs et mères, mais comme copines de classe. Et donc, on apprend à vivre dans la mixité, et après, quand on apprend dès le jeune âge, dès 5-6 ans à vivre dans la mixité, on continue. Et puis le fait que la Tunisie n'a pas de haute montagne qui nous sépare les uns les autres, et donc ça fait un pays petit mais assez harmonieux quand même. On a été privilégiés un petit peu par notre petite taille. Parlons un petit peu des perspectives de Kautar. Sur quoi travaillez-vous? C'est quoi actuellement et surtout dans le futur? Où allez-vous? D'abord, on a une ligne qui est très claire depuis au moins 10 ans. Nous travaillons sur au moins 10 ans, si ce n'est pas plus, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur 3 piliers essentiels pour nous. Le premier pilier, c'est vraiment tout ce qui peut autonomiser, donner plus d'autonomie aux femmes, ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. Et l'empowerment, c'est un mot intraduisible. C'est comme le genre, c'est intraduisible. Parce que quand on dit l'empowerment,
temkin. Mais quand tu dis temkin, tu as تمكنها. Alors qu'elle تتمكن بنفسها. L'empowerment est un mot plus imagé. Il y a power, pouvoir. Hein. Oui, c'est que la femme prend son pouvoir par elle-même, par une, comment dirais-je, par un mouvement, par une dynamique transformative qui la transforme pour transformer le monde. Donc ça, c'est le premier pilier. Et pour cela, pour arriver à l'empowerment, il faut qu'elle ait plus d'économie dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine juridique. Donc, quels sont les domaines? Comment est-ce qu'on va renforcer sa capacité et l'aide qu'elle peut avoir des États ou de l'État ou des autorités ou des autres, d'ailleurs, même des associations, pour être plus capable, pour être plus en capacité et en skills. Le deuxième pilier, c'est vraiment tout ce qui est aujourd'hui qu'on appelle le développement durable. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous ces projets-là soient mis dans l'ombrella, sous le grand couvert de la protection des ressources naturelles et de la durabilité. Et de l'agenda 2030. Mais vous savez, 2030, c'est aujourd'hui. Donc nous, on travaille. En Afrique, d'ailleurs, on parle déjà de l'agenda 2065. Et donc, tout ce que nous faisons pour ce premier pilier doit être dans l'ouverture, dans la couverture, voilà, dans l'ombrella, dans le parapluie de la bidallat, le développement durable. Et dans tous les termes, dans toutes les acceptions du développement durable, que ce soit l'environnement naturel, humain, l'essentiel, c'est que tout ce que nous faisons doit être soutenable. Et donc, quand on a commencé un projet, il y a 10 ans, on doit faire en sorte qu'il continue, d'une manière ou d'une autre, sous un nom ou un autre, mais ils doivent continuer. Et le troisième pilier, c'est de renforcer, pas Kautar comme Kautar, parce que ça ne veut rien dire, renforcer Kautar, mais renforcer certains mécanismes institutionnels. Et on a 3 mécanismes institutionnels spécifiques qui assurent la durabilité de Kautar. Le premier, c'est la Clearing House, c'est un hub dans lequel il y a toutes les données que nous avons, toutes les productions que nous avons faites, que ce soit des audiovisuels. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans cette plateforme, qui est un hub qu'on appelle une clearing house, c'est une maison qui est ouverte à tout le monde. Il y a non seulement la production de Kautar, mais il y a la production des partenaires de Kautar. Et vous trouverez les livres, vous trouverez les rapports, vous trouvez même des bases de données juridiques sur toutes les lois qui sont relatives aux femmes, par exemple, de tous les pays arabes. Et vous pouvez rentrer en vertical pour un seul pays, la Jordanie, voilà toutes les lois qui sont en Jordanie. Mais vous pouvez rentrer en horizontal, vous pouvez prendre, par exemple, googler le divorce, et vous allez avoir le divorce dans tous les pays arabes. C'est une richesse extraordinaire qui n'est pas très exploitée, sauf par les avocats d'ailleurs, et par certains juristes. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas assez exploitée, et là en arabe pourtant, hein, et en arabe littéraire. Et donc les lois dont on parle, ce sont les lois telles qu'elles sont promulguées dans les propres pays, hein, c'est pas nous qui inventons. Le deuxième mécanisme, et j'en suis très fière, parce que c'est le premier dans le monde arabe qui est de cette manière, c'est vraiment un centre d'excellence en éducation financière. Et nous, on travaille sur l'inclusion financière, mais on travaille sur un autre mécanisme qui est très important, c'est l'éducation financière. Parce que vous me parliez des obstacles pour les femmes d'arriver à être aussi productives financièrement et économiquement. Eh bien, un des obstacles, c'est l'accès aux ressources financières. L'accès au crédit, pas seulement au microcrédit, parce que pourquoi voulez-vous qu'une femme n'accède pas au grand crédit? Or, ni les hommes ni les femmes ne savent comment accéder aux finances. Et quand je dis finances, c'est pas seulement les microcrédits. Et donc, on a un centre d'excellence en matière d'éducation financière. On éduque en matière d'épargne, en matière même de digital. Et là, on vient de terminer des modules de formation en e-learning sur l'éducation financière avec les pays africains, tous les pays francophones. On a 400 personnes qui ont bénéficié de cette formation. Et l'année dernière, on a formé 30 000 personnes en éducation financière en Tunisie. Et le troisième mécanisme, qui est en train de se lancer, qui est en période prébatoire depuis 5 ans, c'est une académie pour les médias sur le développement durable. Donc on a une spécialité, c'est que nous avons traduit tous les ODD, les objectifs de développement durable de l'agenda, les 17 objectifs, de manière très friendly, très amicale, très facile. Et nous l'offrons aux ONG, à nos 600 membres. D'ailleurs, nous recrutons nos formateurs dans les 600 membres et nous offrons
cette académie aux journalistes et médias, principalement du monde arabe, parce que pour le moment, ce que nous avons est en arabe. Et donc ces trois mécanismes assurent j'espère, une durabilité au-delà des personnes. Bien, écoutez, on a beaucoup parlé du Kautar. Maintenant, on veut parler de Soukaina Bouraoui. C'est ce qui va se passer dans la deuxième partie. Votre style de management, lorsque vous ne passez pas votre temps à répondre à des termes de référence, des TDR ou des appels d'offres, vous, quoi. Voilà, tout simplement, tout ceci dans la deuxième partie. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Vous êtes toujours en train de regarder Entrepreneur à la une. Aujourd'hui, donc, notre invité, c'est Soukaina Bouraoui. Soukaina Bouraoui, que nous accueillons ici à l'hôtel particulier La Marsa. Je vous rappelle aussi que nous sommes diffusés sur la page Facebook et YouTube Le Club Entrepreneur Télé. Nous sommes aussi présents sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine et sur le site web leclubentrepreneur.tn. Soukaina Bouraoui, donc maintenant on va parler de vous, du droit criminel pratiquement, si j'ai bien compris en ayant lu votre biographie. Au droit des femmes, c'est le même pas ou Je crois que c'est plus difficile de parler de moi que de parler du Kautar. C'est clair. Parce que je connais le Kautar depuis moins longtemps que moi-même. Et plus on avance en âge, plus on oublie ce qu'on a été, en fait. Parce qu'il y a des couches, comme un millefeuille, vous voyez, il y a plusieurs. On a plusieurs vies. Hein. On a plusieurs vies et elles se cumulent. Et puis des fois, elles se tamponnent. Et bon, là, il y a des constantes quand même. Les constantes, c'est depuis toujours, depuis que j'étais petite, j'avais envie d'être l'avocate des grandes affaires. J'avais le sens de la justice et de l'injustice, j'avais le sens qu'il y avait des gens qui étaient favorisés et je trouvais que c'était pas juste. J'avais cette idée. Donc c'est important de le dire pour ma personnalité, que j'avais toujours ce sens de vouloir faire quelque chose pour la justice. Mais je ne savais pas que ça s'appelait faire du droit ou être juriste. Mais disons qu'aujourd'hui, quand on me dit « tu fais quoi ?», je dis « je suis prof de droit ». Et je le dis comme ça parce que j'ai pris l'habitude depuis des années. Hein, j'ai quand même presque 40 ans ou 50 ans de carrière. Parce que même quand on arrête d'enseigner, on n'arrête pas en vérité. L'enseignement, c'est l'amour d'enseigner, c'est l'amour des études, c'est l'amour de la recherche surtout. Je me sens très bien dans une bibliothèque, au fond dans une cave, comme je l'ai eu au campus pendant très longtemps, quand je passais mon doctorat, des années de doctorat et d'agrégation. Bon, par le hasard de l'âge, j'étais la première agrégée de Tunis en droit, de Tunisie, d'Afrique du Nord, mais parce que je passais énormément de temps dans les bibliothèques aussi, avec 2 enfants en bas âge, avec un mari, une famille. Et ça, c'est l'histoire de toutes les femmes tunisiennes que je connais, de cumuler en permanence
Et de continuer, parce que quand les enfants grandissent, on s'occupe des petits-enfants. Et quand les parents vieillissent, on s'occupe des parents. On est des mères nourricières, en fait. On est des sœurs, des filles, des mamans. Et puis on est aussi, dans la vie active, des étudiantes, des assistantes, des maîtres assistantes et des professeurs. Et puis j'ai fondé le Crédif et je l'ai construit. J'ai fondé le Kautar. Non, j'ai refondé le Kautar et j'ai construit l'établissement. J'ai construit le building avec l'argent du prince l'Émir Talel, qu'on appelait à l'époque l'Émir Rouge, parce que c'est quelqu'un qui était dans l'humain. Il avait fondé le centre pour l'enfance en Égypte et le centre pour la femme arabe en cherchant un pays qui allait l'accueillir, et la Tunisie s'est portée candidate. Et c'était pas moi, évidemment, la première directrice. Moi, je crois que j'étais la 4e ou la 5e. Donc, il y a eu 4 directrices qui ont été formidables, puisqu'elles m'ont légué le Kautar, et moi j'ai continué après, et puis j'espère qu'après moi il y en aura d'autres. Donc quand vous allez me dire vous êtes qui, Soukaina Bouraoui, comment vous allez vous définir, eh ben, c'est tout ça à la fois, Soukaina Bouraoui. La constante, c'est la justice et le droit. Quel est votre style de leadership? Comment est-ce que vous gérez l'humain quand on est habitué à gérer le texte? D'abord, je ne suis pas l'habitué à gérer le texte. Moi, je gère la pédagogie du texte. Et dans la pédagogie du texte, comme dans le management, il y a beaucoup d'humains. Comment tu gères l'humain de manière humaine, premièrement? Et ensuite, tu le gères avec des skills, avec des compétences, avec un savoir-faire. Et le savoir-faire, ça prend tous les jours. D'ailleurs, moi, j'ai été très étonnée parce que si vous m'aviez invité il y a 10 ans, je vous aurais dit, je n'ai rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, mais vous faites de l'entrepreneuriat social. C'est un nouveau concept pour moi. Je disais, je fais tout sauf l'entrepreneuriat. Moi, je ne suis pas business. D'ailleurs, je suis une très mauvaise gestionnaire d'argent. Personnellement, je n'ai jamais pensé que j'étais entrepreneur. Mais on m'a dit, vous êtes entrepreneur social. Sauf qu'au lieu de faire des bénéfices, vous faites du travail pour les autres. C'est ça qu'on appelle le social. J'ai dit, d'accord, j'accepte. Je suis entrepreneur social parce que pour manager n'importe quel établissement dans la société civile, il faut avoir les skills d'un vrai entrepreneur. Le leadership, vous savez, c'est un dosage. Il y a beaucoup d'humains et beaucoup de techniques en même temps. Et c'est un mariage, comme les mariages réussis entre un homme et une femme, si vous allez les décrire, vous ne saurez pas les décrire. Mais vous pouvez dire qu'il y a le savoir et le savoir-faire. Et les deux ensemble donnent un style. Et deux leaders ne se ressemblent jamais. Et un leadership, il ne se décide pas. C'est pas moi qui peux dire je suis un vrai leader ou je suis simplement une directrice. C'est les autres qui doivent dire quel style de leadership j'ai. Mais moi, je dirais que mon leadership, j'essaye de faire en sorte que les gens qui vivent autour de moi vivent dans un cadre agréable, humain, dans lequel ils sont libres, avec une flexibilité. Je ne suis pas la personne qui pointe à l'arrivée et au départ. Mais je suis une personne qui paraît... Vous savez, on dit que je suis très sévère. Moi, je ne crois pas être très sévère. Je pense qu'il y a un minimum d'exigence, c'est-à-dire j'exige un résultat. Voilà. Et en exigeant toujours un résultat dans lequel il y a une part d'humain, de dignité, de respect de l'autre, je crois que, honnêtement, je peux dire que mon staff, le staff de Kautar, est un staff dont je suis très fière. Et si je suis très fière de ce staff, qui a beaucoup appris, je pense que j'ai un certain leadership, parce que j'ai dû certainement le marquer quelque part. Donc je suppose que j'ai un leadership qui a fait que le staff est resté depuis 15 ans ou 20 ans chez moi, avec moi, qu'il m'a supporté, qu'on a des relations de respect, qu'il n'y a jamais eu de conflit réel, un rapport, des gens qui viennent hurler dans votre bureau, qui viennent pleurer, qui s'éclatent, c'est quand même ça compte, non? Que les gens, quand ils viennent visiter le Kautar, j'espère que vous viendrez visiter le Kautar, vous trouverez une personne humaine, et donc Soukaina Bouraoui, que vous cherchez à parler de Soukaina Bouraoui, elle est là, comme Soukaina Bouraoui, pas seulement comme la directrice. Il faut qu'on sente qu'il y a Soukaina et qu'il y a le Kautar en même temps. Je crois que c'est ça le leadership. Un truc qui m'intéresse, c'est que le Kautar, vous travaillez beaucoup sur les femmes. Vous avez beaucoup parlé de femmes entrepreneurs, sur la problématique. Comment est-ce que ces femmes-là doivent se déterminer, avancer, avoir l'empowerment, vous en avez parlé.
Mais vous, en tant que responsable du Kautar, vous êtes face à des hommes aussi. Oui, bien sûr. Parce que au niveau des ONG, au niveau de Partout. l'ONU, PNUD, tous les bailleurs de fonds, tout ça, c'est un monde qui est essentiellement masculin. Comment est-ce que vous avez pu justement avoir cet empowerment pour pouvoir vous imposer justement par rapport à ce monde masculin? Mais on ne peut pas faire autrement, puisque de toute façon, même mon staff, il y a des hommes. Et moi, j'ai toujours vécu dans la mixité, mais à l'université, dans les postes de décision, c'est les hommes qui sont encore majoritaires. En France, il n'y a pas plus que 5% de femmes présidentes d'université. En France, 5% de femmes présidentes d'université. Alors, ne me demandez pas le pourcentage en Tunisie. Et je parle de l'université. Donc moi, je suis dans une position où nous sommes très minoritaires dans les postes de décision, à l'université et ailleurs. Donc, on a l'habitude d'être très minoritaire. Et parce qu'on travaille avec les stratégies des pauvres. C'est-à-dire, on doit travailler avec intelligence. Et chacune a son intelligence. Chaque personne a son intelligence pour pouvoir se faire supporter et supporter les autres. Et le monde dans lequel je navigue n'est pas un monde de femmes. J'ai des collègues, hommes. Les bailleurs de fonds sont surtout des hommes. Dans les administrations, les gens que je rencontre sont des hommes. Et je ne travaille pas qu'avec les femmes et pour les femmes. D'ailleurs, dans les formations que nous faisons, il y a des hommes qui sont des formateurs, des hommes qui sont formés. En Tunisie, la mixité, elle est avec nous. Mais ça ne veut pas dire que ça se passe toujours bien. Mais les conflits font partie de l'humain. Je crois que ce qui est important, c'est pas de cacher le conflit, c'est de dépasser le conflit. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. C'est important de savoir qu'on ne peut pas vivre dans une paix éternelle. On n'est pas au paradis. Hein. Notre vie, elle est faite de conflits, même avec nous-mêmes. Et on doit dépasser les conflits, savoir dénouer les conflits, faire beaucoup de médiation. Est-ce que pour s'imposer, il faut être une Margaret Thatcher, c'est-à-dire une dame de fer? Peut-être oui, pour certaines. Je crois que chaque personne a sa... Il y a des femmes qui ne peuvent absolument pas réussir en étant Margaret Thatcher. Ceci dit, Margaret Thatcher a très bien réussi à faire certaines choses, ce pour lesquelles elle était nommée, elle était première ministre pour faire certaines choses, certaines réformes. Elle a réussi ses réformes. Elle n'a pas fait plaisir à beaucoup, mais elle a réussi. Donc, pour certains, c'est bien d'être femme de fer. Et puis, pour certains, mais je crois qu'il ne faut jamais être un mollasson, de toute façon. On ne peut pas être leader et mollasson. Parce que, malheureusement, être leader, c'est exercer une certaine autorité. Et exercer une autorité, ça veut dire être dans la hiérarchie. C'est un mal nécessaire. Mais on peut être dans la hiérarchie et le respect. Je crois qu'il y a quelque chose qui passe avant le leadership, c'est le respect. Parlons genre, est-ce qu'on peut être femme et leader en gardant une féminité? Ou alors il faut que, pour pouvoir, lorsqu'on accède à ce poste, il faut devenir un homme comme un autre? Il faut être comme on est. Si une femme est très féminine, elle va continuer à être féminine. Et si elle est masculine, parce qu'elle est sans couleur et sans phare, ben elle va être sans couleur et sans phare. Et elle peut très bien réussir en étant masculine. Je crois que chaque leader a un style particulier. Je crois que la meilleure leçon pour une femme de décision, c'est d'être authentique. C'est de dire, finalement, être soi-même, c'est ce qui vous fait gagner. Avec un savoir-faire, bien sûr, avec un savoir, c'est-à-dire apprendre tous les jours. Et plus tu vieillis, plus tu te rends compte que tu dois apprendre. Mais en sachant que tu ne vas pas tout apprendre, et en sachant aussi que ces incertitudes, c'est eux qui vont t'obliger, qui t'obligent à être dans la modestie. Et la modestie peut ne pas s'afficher, mais il faut qu'elle soit profondément ancrée. Et je crois que c'est ça le style du leader. C'est quelqu'un qui n'a pas obligatoirement confiance en soi, mais qui montre qu'il a confiance en soi. Très bien, maintenant on va passer au moment le plus important de l'émission, qui est le Fast and Curious. 13 août ou 8 mars? C'est très difficile. Très difficile parce que je suis tellement fière du 13 août. C'est le code de statut personnel qui est paru avant la Constitution, quand même tunisienne. Et ça, on ne le sait pas suffisamment. Et que le code de statut personnel, c'est quelque chose dans lequel on est descendu dans la rue. Même les femmes pas militantes comme moi, je veux dire, je suis pas une militante passionnée qui descend dans la rue facilement. Moi, je suis professeur, vous voyez, j'ai une certaine distance et surtout, avec le Kautar, je dois être dans une position, disons, sage.
parce que je travaille avec les 22 pays arabes, justement. Je ne dois pas montrer ma tunisianité autant que ça. Et donc, le 13 août, j'en suis très, très fière. Mais le 8 mars, c'est quand même mondial. Et le 8 mars, c'est quand même... Bon, d'abord, le 8 mars n'est pas fêté dans tous les pays du monde, hein. Mais le 8 mars nous inscrit dans la communauté internationale. Et le 8 mars n'était pas fêté avant, en Tunisie. Et donc, nous, on le fêtait, les féministes ou les femmes qui étaient pro-femmes, pro-droit des femmes, de manière déclarée, disons, hein. Nous, on fêtait le 8 mars, alors que le 8 mars n'était pas fêté. Quand le 8 mars a été fêté après la Révolution, je ne peux pas ne pas être avec le 8 mars, vous voyez. Donc, vous me posez une question difficile. Entre les deux, mon corps balance. Parce que je suis en même temps tunisienne et en même temps femme du monde. Je ne peux pas nier l'un et l'autre. Fatma Fahriya ou Arwa El-Qayrawaniya, qui sont deux femmes tunisiennes qui ont eu un rôle extrêmement important dans le monde arabe. Oui, vous savez, ces deux femmes ont marqué plus l'extérieur que l'intérieur du pays. Ouais. Et ça, je crois quand même, c'est la destinée des grands de Tunisie. On exporte nos intellectuels, on exporte nos femmes célèbres, on a exporté même le plus grand des grands, Khaldun, par exemple. Hannibal. On a exporté, Hannibal, il a fait ce qu'il a fait, et puis après, il y a eu quand même Rome après Carthage. Et donc, nous sommes un pays d'export, en fait. Et donc, on est très fiers. Fahriya, c'est très intéressant. Et Arwa, elle nous permet de dire que le statut juridique des femmes peut être différent. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous disiez, vous avez deux mères et vous devez choisir entre vos deux mères. Ce sont nos mères, on doit les assumer toutes. Pourquoi je serais contre Mais si vous ne deviez en choisir qu'une, peut-être une autre? Si moi je vous disais, dis donc, vous serez peut-être très étonné. Mais moi je voudrais qu'on revienne... C'est-à-dire que dis donc, on l'a importé, on ne l'a pas exporté. Hein. Mais elle est restée. Elle a amené une certaine civilisation. Elle a fait de Carthage la première puissance carthaginoise du monde. Quand même, quelqu'un... Vous savez pourquoi je dis donc? Et je dirais Elissa, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça vous montre que même quelqu'un qui est de l'extérieur peut changer le monde. Quelqu'un qui est intérieur et qui fait le monde, c'est normal. Mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme un réfugié, qui fait le monde, et qui fait de son pays la première puissance de la Méditerranée, on dit toujours nul n'est prophète dans son pays. Et elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je vais à Utique, voilà, quand je vais à Kirkouane, et quand je vois, ne serait-ce que à Salammbô, quand je vois le port punique, avant le port romain, qui a été détruit malheureusement par les Romains, et quand vous voyez que la flotte carthaginoise était la plus forte de la Méditerranée, alors que c'est une femme, enfin c'est le mythe, c'est l'histoire, a fondé tout ça, je dis, mais pourquoi faudrait-il qu'on reste toujours avec les mêmes noms arabo-musulmans? Pourquoi pas? Les Andalous sont venus, ils se sont implantés, ils ont donné des choses extraordinaires. Averroès n'était pas un Espagnol, il a obligé les moines du Moyen-Âge à apprendre l'arabe, parce que lui traduisait le grec en arabe, et les moines devaient traduire de l'arabe, et apprendre l'arabe pour traduire de l'arabe au latin, pour comprendre le grec. C'est Averroès. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah oui, il était un Andalou venu du Maroc, c'est pas à nous. La Méditerranée, elle est très riche et je crois qu'il ne faut pas... Pourquoi j'en parle? Parce que des fois, aujourd'hui, on veut faire la coupure. On se ferme. La Méditerranée est une mer presque fermée. Yes. On ne va pas fermer en plus le reste. Alors, je veux faire de la provocation et j'ai nommé Didon. Pour dire que justement, même ceux qui sortent de leur pays pour être ailleurs peuvent bâtir un empire. Et les Tunisiens qui sont ailleurs aujourd'hui font des choses pour les pays d'arrivée, d'accueil, mais ça retombe sur la Tunisie. Et donc, quand on parle de quelqu'un qui vient d'ailleurs, quand il s'implante chez nous, il n'est plus d'ailleurs. Et comme les Tunisiens partent ailleurs, eh bien, nous aussi, quand des gens viennent chez nous et qu'ils ont fait comme Carthage un empire, eh bien, moi, je trouve que c'est très important de ne pas l'oublier. Et on a tendance aujourd'hui à se fermer sur nous-mêmes.
Et quand on remonte sur l'histoire, on voit que des empires ont été très souvent construits, même l'Iran, le grand empire iranien, la Perse, elle a été construite par des Moghols. Et n'est devenue, avec tout l'art perse, et est devenue ce qu'est la Perse aujourd'hui que grâce aux Mongols. Donc les gens venus d'ailleurs, il faut reconnaître quand ils ont fait des grandes choses. Une question libre, votre citation préférée? Mallarmé. Un coup de dé n'est jamais jeté au hasard. Bon, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais je trouve que c'est une très belle citation. Un coup de dé n'est jamais jeté par hasard. C'est extraordinaire. Le hasard et la nécessité. C'est-à-dire que finalement, des choses qu'on croit, aujourd'hui on s'est rencontrés par hasard, mais peut-être que c'est pas par hasard. Peut-être qu'il fallait qu'aujourd'hui je dise ces choses-là. Peut-être que vous aviez besoin d'ajouter à votre floraison de 16 ou 17 personnes quelqu'un qui vient d'ailleurs. Moi, je viens d'ailleurs parce que je ne suis pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, que vous avez, vous, l'habitude de gérer. Moi, je viens de l'université, je viens de la société civile, je viens du monde, entre guillemets, des intellectuels. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter les entrepreneurs en dehors de ces dernières années où je les ai beaucoup, comment dirais-je, j'ai frotté ma cervelle à la leur et j'ai beaucoup appris d'eux. Le mot de la fin? Merci. Merci pour votre initiative, parce que je pense qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui ont réellement des choses à dire. Et j'en ai vu quelques-uns chez vous et je trouvais que c'était vraiment formidable et que vous avez montré des gens formidables et que c'est très important pour les Tunisiens et les Tunisiennes de savoir que les Tunisiens sont formidables. C'est important, vous participez, vous contribuez à ça. On est toujours en train de nous plaindre, les Tunisiens. Et on oublie combien notre pays est beau et combien les Tunisiens et les Tunisiennes sont beaux et belles et pleins de vie. Il y a des gens absolument extraordinaires dans les endroits les plus reculés de Tunisie. Je vous assure que mon staff dit très souvent, je reviens du terrain, j'ai habit le carburant. هكا يقولوا لي. وانتم عبيتوني خاطر حكيتوا لي على حاجات ما كنتش نسخاي باش نحكيهم. Merci beaucoup, Soukaina Bouraoui. Merci à l'hôte de cette émission, l'hôtel particulier La Marsa. Nous remercions également la marque de vêtements Spadadi Battaglia. Nous remercions... Qui ne m'a pas habillé. Non, mais qui m'a habillé moi. On remercie aussi les partenaires de l'émission. Cette émission est conçue et réalisée par Selim Hafseya, moyen technique Please.tn. On rappelle que cette émission, vous la retrouvez, elle est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube, le Club Entrepreneur TV. Vous pouvez la voir aussi sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine et sur le site web leclubentrepreneur.tn. Vous avez regardé Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique.